suis Philippe Garric. Bienvenue dans cette vidéo intitulée Comment se rendre la vie moins belle. Alors, un titre paradoxal par rapport au thème qui sous-tend toutes les autres vidéos que j'ai pu vous proposer. Et en même temps, je souhaite voir avec vous différentes manières de réagir à un problème qui sont des manières à la fois inefficaces et extrêmement consommatrices de temps. L'idée, c'est d'apprendre à les repérer pour comprendre que c'est pas parce que je suis en train d'agir que je suis en train de construire quelque chose, de sortir de mon problème et de me rendre la vie plus belle. Pourquoi cette distinction-là? Parce que régulièrement, je croise en formation ou en accompagnement des personnes qui sont très actives, font plein de choses, bougent tout le temps. Et en même temps, elles prennent des directions, elles mettent en place des actions qui ne leur rendent pas la vie plus belle, qui dans certains cas même maintiennent la situation qu'elles voudraient transformer ou les événements qu'elles voudraient éviter. Donc nous allons voir dans cette vidéo les 4 manières reconnues par l'analyse transactionnelle de Eric Berne que nous avons entre guillemets, de ne pas réagir de manière constructive à une stimulation extérieure. Les 4 manières sont les suivantes: ne rien faire, se suradapter, s'agiter, et la dernière est l'incapacitation, c'est-à-dire une manière de se rendre incapable de réagir. Et nous allons détailler ensemble ces 4 manières de réagir. Alors, première manière de réagir à une difficulté, à un problème, à une stimulation, c'est ne rien faire, c'est l'inaction. Dans l'inaction, je mets toute mon énergie à faire que la situation reste bloquée, à faire que rien ne se passe, et je ne réponds donc pas au stimulus extérieur, ce que les autres me disent ou font, ni au stimulus intérieur, par exemple mes pensées ou les émotions désagréables que je peux vivre. Dans cette phase-là, de ne rien faire, de l'inaction, je peux être habité par une sorte de pensée magique, l'idée que une fée, par un coup de baguette, va résoudre mon problème sans que moi j'ai à passer à l'action. Et je me rends compte que régulièrement, quand ce soit en formation ou en dehors d'ailleurs, et peut-être même moi dans certains aspects de ma vie, nous pouvons nous plaindre de quelque chose qui ne nous va pas, et en même temps faire tout notre possible pour ne pas passer à l'action. Alors, des exemples de situations qui correspondent à l'inaction, ça pourrait être j'ai un problème avec quelqu'un, je vis mal le comportement que quelqu'un peut avoir, et en même temps je considère que le problème c'est l'autre, parce que c'est à cause de lui que je vis pas bien les choses, donc c'est à lui de changer, donc je ne bouge pas. Et je vais parfois subir longtemps une situation en me disant qu'un jour ou l'autre il finira bien par comprendre que son comportement n'est pas ok, qu'il va le changer, qu'il doit le changer. Notre situation qui pourrait correspondre à l'inaction, c'est je suis soumis à des plaisanteries désobligeantes de la part d'un collègue ou de certains de mes collègues, et je me répète qu'il faut être tolérant, qu'il faut être souple, qu'ils veulent juste être drôles, et du coup je laisse faire quelque chose qui n'est pas ok pour moi. Et puis notre exemple d'inaction, c'est celui que je donnais à l'instant, c'est je rêve d'avoir une vie plus belle, je rêve, je sais pas, d'avoir un corps de rêve, je rêve d'avoir une autre situation sociale, d'avoir un autre revenu, d'avoir un lieu de vie plus agréable, mais à part rêver, ben, je fais rien. Voilà, je ne fais que rêver. Et éventuellement, si les gens de mon entourage me poussent à l'action, je vais trouver un tas de raisons pour ne pas le faire. Ou je vais même des fois dire oui, 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 et finir par ne pas le faire. Une deuxième manière de réagir à une difficulté qui n'est pas une manière constructive, c'est la suradaptation. Alors,
pour bien comprendre la suradaptation, pour moi l'idée c'est d'abord de comprendre ce que c'est que s'adapter. Pour moi s'adapter c'est un processus du vivant nécessaire qui m'invite à ajuster mes comportements, ajuster mes choix, peut-être parfois ajuster mes modes de pensée à une situation, à une stimulation, qu'elle soit extérieure ou intérieure. Et quand je m'adapte, je réalise ces changements-là dans quelque chose qui est juste pour moi. C'est-à-dire que c'est juste pour moi de fonctionner autrement que de la manière dont j'ai fonctionné jusqu'à présent. La suradaptation, ça va être toujours cette idée de s'adapter à mon environnement, aux stimulations, etc. Sauf que cette fois-ci, je vais m'adapter au-delà de ce qui est juste pour moi. Je vais faire des choses pour souvent plaire aux autres, pour avoir la paix, pour être aimé. Et je vais faire des choses qui ne sont pas moi. Par exemple, je vais choisir un métier pour faire plaisir à mes parents qui auraient voulu que je sois, je sais pas quoi, moi, avocat, médecin, alors que peut-être moi ce qui me rendrait heureux c'est d'être jardinier par exemple. Et je m'adapte à une stimulation, par exemple là en l'occurrence parentale, pour les satisfaire en faisant quelque chose qui n'est pas juste pour moi. Ça pourrait être quelque chose de plus anodin et de plus quotidien, ça serait, si vous avez connu ça, aller passer tous vos week-ends dans la belle famille, alors qu'il y a des moments où vous aimeriez juste passer un week-end avec votre amoureux, votre amoureuse, ailleurs, ou peut-être une partie du week-end tranquille, seul, et en tout cas, peut-être pas aller chaque week-end dans votre belle famille. Voilà, à plus forte raison si vous appréciez moyennement les relations avec votre belle famille. Vous voyez, je m'adapte pour faire plaisir à mon conjoint, peut-être à ma belle famille aussi, mais à une fréquence et sous une forme qui va au-delà de ce qui est juste pour moi. La suradaptation, ça pourrait être aussi, par exemple, que je sais pas, mon voisin met la musique un peu fort et un peu tard, et ça m'empêche de dormir ou simplement de profiter de ma maison, de mon appartement. Et je laisse faire en disant qu'il faut être tolérant. Et si je me regarde bien, je vais peut-être me rendre compte qu'il y a plein d'endroits où je laisse faire l'autre, sans même lui en parler, et je supporte quelque chose qui n'est pas juste pour moi. Et peut-être que dans certains cas, je vais sortir de la suradaptation dans ces moments-là, pour passer dans une des deux actions d'après. Et par exemple, monter quand j'en peux plus chez mon voisin pour lui souffler dans les bronches en le jugeant, en lui disant que c'est un mauvais voisin parce qu'il met la musique fort et tard. Donc le risque de la suradaptation, c'est qu'à un moment donné, je finisse par craquer sous le poids de ce que je supporte. Un exemple de suradaptation au travail qui m'a été donné par un salarié qui est venu en gestion du temps en me donnant comme attente, son attente pour lui c'était de sauver son couple. Donc je lui ai dit que c'était a priori pas dans le contenu de la formation. Et il m'a expliqué en fait que quand il a commencé à travailler, il avait sa journée de travail et puis que de temps en temps, il fallait donner un coup de collier, donc il faisait 1 ou 2 heures supplémentaires, ce qui pour moi est juste. Sauf que cette suradaptation-là, cette adaptation-là, est devenue régulière. Donc la norme, c'est devenu ça, maintenant, pour lui. Donc une journée plus longue. Et puis régulièrement, il fallait à nouveau donner un coup de collier, donc de temps en temps, il faisait un peu plus. Puis c'est devenu ça, sa nouvelle journée. Et ainsi de suite. Et il m'expliquait qu'aujourd'hui, il avait un agenda où il travaillait 6 jours et demi sur 7, de 7h du matin à 21h, quelque chose comme ça, sachant qu'il vivait dans une grande ville et qu'il avait 1 heure, voire 1h30 selon la circulation de transport. Vous pouvez imaginer à quoi ressemblait sa semaine et dans quel état il devait être le dimanche après-midi. Et du coup, je comprends mieux qu'il ait envie de sauver son couple si son conjoint ne supporte pas ce rythme-là. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? La personne s'est d'abord adaptée dans ce qui était juste, ponctuellement faire 1 ou 2 heures de sup, pour moi ça me semble juste. Sauf que c'est devenu une norme et c'est devenu tellement récurrent qu'il a fini par s'adapter au-delà de ce qui est juste pour lui, par rapport à la vie qu'il a envie d'avoir en général et à la vie de couple qu'il a envie de sauver en particulier. C'est de la suradaptation. Troisième manière de réagir d'une façon inefficace à ce qui se passe, c'est l'agitation.
Alors l'agitation c'est un peu bluffant parce que dans l'agitation je suis actif, je fais des choses. Sauf que les choses que je vais faire ne sont pas dans une direction clairement déterminée. Elles ne contribuent pas à atteindre un objectif, elles ne nourrissent pas l'objectif. Donc c'est plus une manière de s'occuper, parfois une manière de se faire croire que nous faisons quelque chose, alors qu'en fait ce que nous faisons ne sert à rien. Je pense par exemple à différentes personnes que j'ai pu croiser qui vivaient une difficulté et à qui j'ai pu demander si elles avaient fait un travail en thérapie. Elles me disent oui, je suis allé en voir plusieurs, mais ça ne m'a rien apporté. Donc vous pouvez voir j'étais actif, hein, j'étais en voir plusieurs, et quand je creuse un peu, je me rends compte qu'elles sont allées voir plusieurs thérapeutes, mais elles n'ont jamais fait plus de 2 séances. Donc ça me permet de démontrer aux autres que je fais quelque chose. Hein, regardez, je démarre une thérapie, sauf que je le fais d'une manière qui fait que je ne vais jamais aller aborder le truc que j'ai à transformer. Dès que ça devient un petit peu difficile, douloureux, poup, je m'en vais. Et je repasse quelques mois en n'étant pas bien, et du coup je retourne voir un thérapeute et je recommence. Donc là c'est de l'agitation. L'agitation pourrait aussi se rapprocher de comportements que nous appelons la compulsion. La compulsion étant une sorte de mi-chemin entre le passage à l'acte. Le passage à l'acte, c'est je vais par exemple frapper l'autre, ou je vais me suicider, ou je vais casser quelque chose. Donc le passage à l'acte, ou la négation pure et simple de mon problème. Donc je ne nie pas vraiment mon problème, mais en même temps je ne passe pas à l'acte, je fais une espèce d'action au milieu, mais qui ne me rend pas fondamentalement la vie plus belle. Par exemple, je peux accumuler les stages de développement personnel, aller de stage en stage, aller de livre en livre, et ne pas mettre en application ce que j'apprends dans ces stages-là qui contribuent à me rendre la vie plus belle. Donc je montre que je suis actif, hein, je fais plein de choses, et puis ces choses-là en plus elles m'occupent, donc elles me permettent de moins penser à mon problème, ou alors d'y penser de manière plus positive, hein, ça me donne de l'espoir, sauf que j'en fais rien derrière. L'agitation va aussi se traduire par des comportements comme la logorrhée verbale. Logorrhée verbale qui est une manière plus poétique que de parler de diarrhée verbale. Donc c'est des personnes qui vont dans une relation occuper beaucoup l'espace en parlant. Voilà, je parle beaucoup, je laisse peu d'espace au silence. Pourquoi pas de silence? Parce que dès qu'il y a du silence, je sens qu'à l'intérieur il y a quelque chose qui s'agite. Et ce qui s'agite, c'est ce que pour l'instant je ne veux pas voir. Pourquoi pas de silence? Parce que quand je laisse des silences, c'est peut-être l'occasion pour l'autre de venir me poser une question à laquelle j'ai pas du tout envie de répondre. Du genre, comment vas-tu? Dans cette manière de parler beaucoup, je vais aussi avoir tendance à ramener beaucoup les sujets qui sont abordés à moi. Je vais avoir toujours une expérience à partager avec les autres en lien avec le sujet qui est là. On parle de vacances, à l'autre bout du monde, j'ai un exemple de vacances. On parle d'accident, j'ai un exemple d'accident. On parle de rupture, j'ai un exemple de rupture. Et je vais comme ça régulièrement ramener les sujets à moi et être en fin de compte peu dans l'écoute. L'agitation va aussi se traduire par une incapacité à rester assis. Il y a quelques années, j'avais un copain qui avait vraiment ça, c'est-à-dire que c'était impossible pour lui de rester assis. Il ne pouvait pas regarder un film jusqu'au bout, il fallait qu'il se lève et qu'il fasse d'autres choses en même temps. Une fois on est allé faire du ski ensemble et on attendait pour manger que la serveuse vienne vers nous, il s'est levé, il a commencé à mettre la table sous prétexte de l'avancer. Mais encore une fois, ça c'est le genre de choses que je me raconte, c'est juste que je suis assis, je suis incapable de rester assis. Et pourquoi je suis incapable de rester assis? Parce que dès que je suis immobile, je vais commencer à sentir à l'intérieur de moi quelque chose qui ne va pas. Et que pour l'instant, je ne suis pas prêt à agir sur cette chose qui ne va pas. Donc bouger tout le temps, c'est une manière de ne pas sentir. Ça devient comme une drogue. D'ailleurs, certains vont prendre des drogues quand ils n'ont pas la possibilité d'être suffisamment actifs pour ne pas sentir cette chose à l'intérieur d'eux. Donc je suis bien actif, mais ce n'est pas une action qui me permet d'aller traiter le véritable problème. Dernière manière de réagir d'une manière inefficace
à une stimulation, à un problème, c'est l'incapacitation. C'est-à-dire me rendre incapable de gérer la situation. C'est une phase que nous pourrions aussi qualifier de passage à l'acte. Parce que c'est une phase qui va être bien souvent violente. Violente pourquoi? Parce que des fois je vais me rendre malade, qui est une forme de violence tournée contre moi. Ça peut être une violence en termes de je mets en échec. Par exemple, je suis en conflit avec quelqu'un et je fais en sorte que l'autre n'obtienne pas ce qu'il veut dans le conflit, sans me rendre compte qu'en agissant comme ça, je n'obtiens pas non plus ce que je veux. Une stratégie perdant-perdant que je développerai plus loin dans une vidéo sur les positions de vie. Parfois ça peut aller jusqu'au passage à l'acte, c'est-à-dire que je vais soit vouloir me tuer, soit vouloir tuer l'autre, ce que je crois être l'objet de ma souffrance. Dans les entreprises, ça pourrait être j'ai tellement de colère contre le patron ou la hiérarchie que je vais détruire mon outil de travail. Donc je manifeste bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais détruire mon outil de travail ne me rendra pas la vie plus belle, voire même ça risque de me compliquer la vie. En fait, ce que nous cherchons dans la phase d'incapacitation, c'est à pousser l'autre, à le contraindre à nous prendre en charge. Et j'ai eu plusieurs histoires qui m'ont montré qu'autour du suicide, je ne dis pas que c'est le cas à chaque fois, mais que dans certains cas, je vais parler de suicide, menacer de me suicider, voire même des fois passer à l'acte, tellement j'ai dit que j'allais le faire. Certes, pour appeler au secours, mais c'est pas une manière très efficace d'appeler au secours. En tout cas, dans le passage à l'acte, je pousse l'autre à prendre soin de moi. Quand j'avale des médicaments, par exemple, il y a des pompiers qui vont arriver, qui vont me sauver, on va m'amener à l'hôpital, on va prendre soin de moi, puis éventuellement, pendant un certain temps, mon entourage familial ou personnel, amical, va être présent. Et probablement que pendant ce temps-là, je vais être mieux. Et puis, comme ils ne vont pas passer leur vie à côté de moi, ils vont reprendre un rythme de vie qui est le leur, être moins présent, et je risque à nouveau d'être confronté à ce qui m'angoisse. Pourquoi? Parce que l'incapacitation ne résout pas le problème. C'est une autre manière de fuir la résolution du problème, c'est-à-dire la raison profonde, personnelle, psychologique, pour laquelle je me retrouve dans cette situation-là. Des exemples d'incapacitation, je vais me rendre malade, qu'on me prenne en charge, et je pense à cette personne dont je parlais dans une vidéo précédente qui est atteinte d'une maladie rare parce que les médecins ne savent pas ce qu'elle a, et qui un jour dans une discussion à bâton rompu nous dit que le seul moment où sa mère prenait soin d'elle, c'est quand elle était malade. Donc le seul moyen que son cerveau a trouvé de se faire prendre en charge, d'avoir de l'attention, de l'amour, c'est de se rendre malade. L'incapacitation, c'est aussi par exemple, je vais me faire licencier, je vais agir pour me faire licencier, bien souvent inconsciemment, simplement parce qu'au fond je supporte plus mon boulot, mais que je n'ai pas le cran, j'ai pas le courage de chercher du travail ailleurs, de me risquer dans la période d'essai, ou simplement de quitter mon entreprise. Donc agir pour pousser l'autre à me licencier est une forme d'incapacitation. Ça pourrait être dans un couple, je commets une infidélité ou des infidélités avec l'espoir inconscient que mon conjoint le découvre, pas forcément parce que je n'aime plus mon conjoint, mais peut-être parce que je n'aime plus un aspect de ma vie et que je ne sais pas comment l'aborder, je ne sais pas comment le transformer, peut-être que j'ai déjà essayé et puis ça n'a pas fonctionné. Et voilà, je vais commettre quelque chose d'aussi important dans mon couple qu'une infidélité pour que ça bouge. Et parfois je vais être déçu parce que du coup, je ne vais pas améliorer la relation avec mon conjoint, mais je risque simplement de perdre mon conjoint. Donc ça montre à nouveau à quel point cette manière violente pour soi ou pour les autres de réagir à une difficulté est aussi tout aussi inefficace. Alors, quand je me rends compte que je suis dans une de ces réactions, ne rien faire, passivité, suradaptation, agitation, incapacitation, je peux me poser quelques questions pour arriver à sortir de ça et trouver peut-être davantage l'action juste qui me permettrait de me rendre la vie plus belle, qui me rapprocherait de ce qui est juste pour moi,
qui m'amènerait dans un environnement, un comportement qui est bon pour moi. Voilà, ces questions-là ont pour objectif de mettre en lumière ce qui est en train de se passer. Par exemple, ça pourrait être quels sont les besoins que je cherche à satisfaire par les comportements que je suis en train de développer. Par exemple, si je me rends compte que je cogne mon conjoint parce que j'ai envie d'être aimé, je vais rapidement me rendre compte que ce n'est pas une manière efficace d'être aimé. Donc du coup, je pourrais davantage mettre en place des actions en lien avec ce que je cherche à obtenir. Je pourrais même éventuellement partager avec mon conjoint quel est mon besoin et voir avec lui comment il serait possible de nourrir davantage ce besoin-là. Quand je suis dans ces comportements inadaptés, je peux aussi me poser comme question de quoi je cherche à me protéger. Qu'est-ce que je ne veux pas voir? Qu'est-ce que je veux éviter de vivre? Et une fois que j'ai identifié de quoi je veux me protéger, je peux chercher des manières plus efficaces, plus adaptées, moins consommatrices d'énergie pour gérer cette situation-là, gérer ce problème-là. Dans le même genre, je peux me poser la question qui est qu'est-ce que je cherche à obtenir en faisant ça? C'est une variante. C'est une variante. Je peux me poser des questions du genre qu'est-ce que ça me permet de faire ou de ne pas faire, d'avoir ce comportement-là. Quel bénéfice je tire à mettre en place l'une de ces 4 manières de réagir? Parce que j'ai un bénéfice, même si je n'obtiens pas tout à fait ce que je veux, j'ai quand même un bénéfice. Et une fois que j'ai compris quel bénéfice j'ai à me comporter avec l'une de ces 4 manières de réagir, je peux chercher à maintenir le bénéfice d'une manière qui soit plus constructive. Après voilà, je peux me poser des questions du genre en quoi les résultats que j'obtiens sont conformes à ce dont j'ai envie. S'ils sont conformes, a priori, c'est que ma manière de réagir est adaptée. S'ils ne sont pas conformes, c'est que ma manière de réagir n'est pas adaptée. Et à partir de là, les questions à se poser, c'est quelle serait l'action juste, peut-être à quoi je dois renoncer, peut-être renoncer à plaire par exemple, renoncer à un idéal. Je pense par exemple à une personne que j'ai accompagnée et qui est restée pendant une quinzaine d'années dans une relation de couple où le conjoint était violent verbalement, et je fais l'hypothèse qu'il devait l'être de temps en temps physiquement. Et cette personne-là me disait mais je ne pouvais pas partir, c'était pas possible. Et je lui dis c'est pour moi pas tout à fait vrai, la preuve c'est que vous êtes parti. Simplement il vous a fallu accumuler 15 ans de souffrance pour arriver à partir. Et pourquoi est-ce qu'elle n'arrivait pas à partir? Parce qu'elle avait fait un rêve d'un idéal qui est papa, maman et les enfants. Et que partir, c'était casser ce rêve-là. Et que pour l'instant, c'était trop douloureux pour elle de casser ce rêve et c'était plus simple de rester. Même si, quand je dis plus simple, c'est un plus simple douloureux. Voilà, une fois que je prends conscience de qu'est-ce que je cherche à obtenir ou de quoi je me protège au travers de ces différentes actions, et que j'ai trouvé comment obtenir les mêmes bénéfices de manière plus constructive, et ben je vais mettre en place des actions, je vais faire des demandes. Et dans de prochaines vidéos, nous verrons comment mettre en place des actions constructives et mettre en place des plans d'action qui vont me permettre davantage de garantir l'atteinte de mes objectifs. Objectifs qui, eux, seront cette fois en lien avec comment se rendre la vie plus belle. Voilà, je vous souhaite une belle journée. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.